Bonjour les amis, nous vivons une époque déroutante. En fait, on nous prend pour des imbéciles ou pour des enfants, c'est selon. C'est avec le Corona Circus qu'ont été atteints les plus hauts sommets d'absurdité, mais je laisserai ce sujet-là à d'autres et aussi à vous-même, tant le contenu en est aberrant. Moi, je préfère vous parler du climat. Bon, généralement, une manière d'abuser le public et d'abuser du public, ça consiste à le disqualifier. Avec le Covid, c'est par un «vous n'êtes pas médecin» que tout débat est immédiatement clos. Pour le climat, c'est un peu la même chose, à tel point que pour être supposé le comprendre, il faudrait être docteur en physique et surtout pas météorologue. Si, on entend ça sur les plateaux de télévision. Donc pour parler climat, il faut être très savant ou simplement être un scientifique, comme on dit à tout bout de champ en ce 21e siècle supposé sans dogme, mais en réalité, en fait, plus scientiste, l'époque est plus scientiste que jamais, et le scientisme, c'est la religion d'aujourd'hui. Il faut en être bien conscient. Donc, passant à un sujet qui vous intéresse, le climat, ou autre chose, qui soit politiquement sensible, sachez que partis sur les sources officielles ou les autres médias, vous allez être rapidement dépassé. Voilà, vous allez avoir l'impression d'être nul. Parce que vous n'êtes pas supposé avoir le niveau. Et que chercher à comprendre, c'est de toute façon commencer à désobéir, il ne faut pas oublier ça. Mais rassurez-vous, de toute façon, les conclusions de la leçon, via un petit dessin au besoin, seront tout de même accessibles, sinon ce ne serait pas une leçon. Alors, sur les justifications, démonstrations ou autres preuves, il faudra toujours donc faire confiance aux scientifiques pour que rien ne peut être simple. D'ailleurs, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Bon, maintenant, ce sont là des manières dont moi, petit ex-technicien, oui, ex-technicien, parce que je suis un heureux retraité, donc un ex-technicien aéronautique et vélivole, donc... je réfute totalement. Donc, je réfute totalement ce genre de manière. Et vous allez voir que ce n'est pas compliqué du tout. Je ne vous citerai d'ailleurs aucune référence magistrale ou doctorale. Je préfère expliquer simplement les choses en espérant tout simplement être suivi et compris puisque ce n'est pas compliqué. Voilà, donc je vais vous présenter les bases du sujet. Alors, donc pour commencer à parler du climat, bien sûr que si, la météorologie c'est la base. Je vais donc commencer par vous expliquer la météo, mais sans trop entrer dans les détails. Je vais m'en tenir simplement à l'essentiel, c'est-à-dire grosso modo surtout au cycle de l'eau dans l'atmosphère. Il n'est pas utile que je vous parle d'aérologie, des différentes masses d'air, des fronts, des isobars, et autres modules et détails qui intéressent les prévisionnistes et autres calés en météorologie, mais inutiles pour une appréciation du climat en général, c'est-à-dire lorsqu'on veut juste comprendre l'essentiel. Bon, je vais quand même juste vous dire un truc sur les masses d'air, c'est que ce sont des trucs qui se montent les uns sur les autres, mais que ça se mélange jamais. Bon, mais oubliez. Donc, pour commencer vraiment la météo, donc, je vais vous dire en gros que c'est la science de l'observation du ciel. Un météore, c'est tout simplement ce qui est visible dans le ciel, d'où le nom de cette discipline. Bon, je sais à quoi vous pensez. Vous pensez aux étoiles filantes, ce sont des météores, certes. Cependant, ce que nous voyons dans le ciel, ce sont surtout des nuages. Donc, la météorologie, c'est tout simplement bien connaître les nuages et comment ils fonctionnent, tout simplement. Sur leur nature, vous savez probablement que les nuages sont composés d'eau visible, c'est-à-dire de l'eau en suspension dans l'air, soit liquide en fines gouttelettes, soit solide sous forme de cristaux de glace. Cela dépendant de la température. Bon, jusque-là, tout va bien, tout le monde suit, d'ailleurs tout le monde sait cela, donc, mais c'était bien de le rappeler.
Bon, passons maintenant au fonctionnement de l'atmosphère, ou plutôt de la troposphère. Là, ça devient un tout petit peu compliqué, mais rassurez-vous, ça reste accessible. Donc, le fonctionnement de l'atmosphère, ou plutôt de la troposphère, composant la partie dense de l'atmosphère, limitée par un plafonnement physique appelé tropopause. Au-delà de cette limite, la physique ordinaire des gaz ne s'applique plus en raison de trop faible pression. Il n'y a d'ailleurs plus aucune image au-dessus de ce plafond appelé tropopause. Il n'y a plus aucun nuage. L'atmosphère continue. La pression diminue toujours, mais d'abord il n'y a plus d'eau donc on s'en fout. La tropopause constitue donc comme un plafond, comme serait celui d'une serre. Pour simplifier, lorsque je dis atmosphère, c'est seulement de cette couche, celle qui contient la vie, qu'il s'agit. Le reste, tout ce qui est au-dessus, ne nous intéresse pas. Donc, pour ce qui est de l'air, donc l'air c'est un mélange stable de gaz divers, plus de l'eau. Alors, c'est le seul élément en proportion variable. Quand je parle de stable, c'est-à-dire qu'il y a les éléments stables et l'eau qui est à part. Pour mémoire, sachez que les composants stables de l'air sont essentiellement l'azote et l'oxygène. Il y a aussi un peu de gaz carbonique et aussi de gaz dits rares. Tous ces corps font alliance pour conférer à l'air des propriétés physiques, chimiques et électriques, etc., qui sont celles de l'air. Citons par exemple la faculté qu'a l'air d'oxyder certains métaux, ceux moins vivement que l'oxygène pur, et que cette propriété change en fonction de l'humidité. Cela est sans importance pour le climat, mais c'est bien d'illustrer ainsi que l'air n'est pas un truc inerte. Mais ce n'est qu'un exemple pour vous oublier. Bon, j'en reviens au climat. Donc il y a toujours de l'eau dans l'air. L'eau donc se révèle visible dans les nuages et aussi par les précipitations, pluie ou neige par exemple. Lorsqu'elle n'est pas visible, le ciel étant tout bleu, c'est qu'elle ne contient que de la vapeur d'eau, de l'air gazeux. Sa forme est uniquement gazeuse. Cette eau donc présente dans l'air peut changer d'état, passant ainsi du solide au liquide ou au gazeux et inversement. Ces changements d'état entraînent d'importants transferts d'énergie-chaleur. Ce point est très important. Ceux qui n'ont pas oublié leur cours de physique du collège, c'était donc en 3e ou en 4e, je ne sais plus, savent qu'un changement d'état pour rendre un liquide, un corps quelconque, par exemple, consomme bien plus de calories que pour simplement faire monter sa température. Vous devez au moins vous rappeler que les corps purs ont une température de fusion qui caractérise et qu'une fois cette température atteinte, il faut continuer à chauffer jusqu'à fusion totale de l'échantillon avant que sa température puisse continuer à augmenter. Donc vous comprenez ici que la météorologie est très intimement liée au cycle de l'eau dans l'atmosphère. Ce n'est bien sûr pas tout. Il y a aussi des interactions thermiques, voire purement thermiques, qui existent en météorologie. Ces interactions-là font aussi le climat. Je vais donc vous glisser un mot sur la notion de thermique pure. Mais bon, vous avez certainement intuitivement compris qu'en l'absence de changement d'état de l'eau, le climat se résume à du thermique pur. Par exemple, ce qui se passe dans les déserts se réduit souvent à du thermique pur. Bon, oubliez ça, ou plutôt sachez seulement que ça existe, car même dans les déserts, il y a souvent des nuages. Les nuages dans le désert sont juste beaucoup plus hauts et ils génèrent rarement des précipitations, c'est tout. Sachez aussi que la quantité d'eau présente, quelle qu'en soit la forme dans l'air, change sans cesse dans le temps et dans l'espace. Et je vous rappelle qu'il y en a toujours. Vos proportions d'eau varient dans le temps parce qu'aujourd'hui n'est pas toujours comme hier. C'est ça qu'on connaît de la météorologie. Et dans l'espace parce que le climat du désert ne ressemble pas au climat irlandais par exemple. Nous avons donc appris que la météorologie consiste à étudier ce que nous voyons dans le ciel et comment cela fonctionne.
que tout ce qui concerne le climat se passe dans la partie vivable de l'atmosphère, limitée par un plafond appelé tropopause, l'ensemble constituant un milieu clos comparable à une serre. Que le climat est essentiellement le résultat du cycle de l'eau, en ce qui concerne la partie qui se passe dans l'atmosphère, à l'exception de quelques redistributions thermiques. Que les changements d'état de l'eau ont une grande importance. Voilà, voilà. Alors maintenant que les bases de la discussion sont posées, on va passer à la dynamique du sujet. Donc le climat dynamiquement parlant, c'est d'abord une source d'énergie qui est le soleil. Ensuite, un air qui varie en température et humidité, soit donc deux variables essentielles, plus un peu de mécanique, à savoir les mouvements de convection et les vents. Je répète, donc une source d'énergie, deux variables, la température et l'humidité, et un peu de mécanique, des mouvements de convection et des vents. Alors, tout le monde sait peut-être pas ou se rappelle plus ce que c'est une convection. Hein. C'est tout ce qui concerne les mouvements d'origine thermique d'un fluide. On peut observer ça dans une casserole ou autour d'un poêle. Mais nous, ici, ceux qui nous intéressent sont ceux qui sont dans l'atmosphère. Bon, les orages sont en particulier le siège de mouvements convectifs de grande ampleur. Donc, les plus grands mouvements convectifs qui existent dans l'atmosphère, c'est les orages. Donc, pour tout comprendre du comportement de l'eau et en ce qui concerne l'atmosphère, on va observer les nuages. Donc, un nuage qui apparaît et qui grossit, hop, il y a condensation, c'est lorsqu'il y a un nuage qui s'étiole et qui disparaît, pouf, il y a d'évaporation, évaporation du nuage, évaporation tout court. Hein, voilà. Pour info, ces nuages-là se rencontrent au-dessus de phénomènes convectifs, les ascendances, c'est un des trucs qui plaisent bien aux oiseaux valiers, aux vélivoles, aux parapentistes, tout le monde. Enfin, ces phénomènes durent généralement un certain temps de manière plus ou moins aléatoire. Alors, c'est en prenant de l'altitude que les particules d'air se détendent et donc se refroidissent jusqu'à atteindre une température assez basse pour que la condensation apparaisse. On remarque que ces cumulus sont dessous plat. C'est parce que ça passe une musique physique appelée, c'est ce qu'on appelle, c'est au moment où on passe ce qu'on appelle le point de rosée, hop, tout d'un coup, la condensation apparaît. Même ici, mais à une haute altitude et dans le lit de vent, d'un vent formant des ondulations. Donc le vent formant des ondulations, en s'élevant, l'air se refroidit et cristallise au vent de ce magnifique nuage un lenticulaire. Ah, c'est beau ça. En redescendant, l'air se réchauffe et les cristaux qui formaient notre beau disque lenticulaire disparaissent sous le vent du nuage. Dit autrement, les cristaux de glace qui composaient le nuage se subliment et finissent par disparaître. Il en est toujours ainsi, les nuages est un siège de condensation et de cristallisation. Si le phénomène est très intense, ce que l'on trouve lorsqu'il y a des conflits de masse d'air, il évolue en précipitation et sous forme de pluie ou de neige, mais aussi dans les orages. Hein. Enfin, bon, j'avais dit qu'on ne parlerait pas de ça. Ceci observé, vous comprendrez facilement ce qui se passe au niveau du sol et ensuite tout du cycle de l'eau en ce qui concerne son parcours atmosphérique. Donc le soleil chauffe le sol ainsi que l'air au niveau du sol. Cette énergie gracieusement offerte par le soleil qui rayonne se transforme pour partie directement en chaleur, pour partie en évaporation sublimation, c'est-à-dire en chaleur latente. Alors, la chaleur latente, c'est l'énergie thermique transformée en changement d'état de la matière. C'est une énergie. On l'a dit latente parce que cette énergie est susceptible d'être restituée ailleurs, en chaleur ou en autre chose. On peut dire que certaines calories issues du rayonnement solaire
n'étant pas transformés en chaleur, sont partis donc en évaporation à basse altitude, au-dessus des mers et des étendues d'eau, mais aussi des végétaux. Oui, parce qu'on appelle évapotranspiration la production de vapeur d'eau des organismes vivants. Donc au-dessus des forêts essentiellement. On parle de sublimation au-dessus des glaciers, mais bon, tout ça c'est un peu la même chose. La chaleur latente contenue dans l'eau vaporisée est de l'énergie susceptible d'être restituée ailleurs, un petit rappel. La part d'énergie solaire est transformée en chaleur directe et la part transformée en chaleur latente dépend de nombreux facteurs, pour partie locaux et pour partie liés à l'eau, à l'air plus ou moins avide d'eau. Alors, attention à ce qui concerne l'évaporation. Le soleil, c'est bien, mais soleil plus vent, c'est mieux. Et les lavandières ne me contrediront pas. Le problème des lavandières, hein, c'est de faire sécher le linge. Alors, il peut arriver que le soleil soit absent, mais si c'est assez sec et qu'il y a du vent, le linge, il sèche quand même. On comprendra aisément que dans un milieu sec, l'air donc s'échauffera plus qu'en milieu humide, alors que dans les deux cas, l'énergie récupérée est à peu près la même. Oui, parce que dans un milieu sec, on va avoir surtout de l'échauffement. Dans un milieu humide, on va avoir surtout des évaporations. Dans les deux cas, l'énergie récupérée du soleil est la même. Le phénomène peut être d'ailleurs séquentiel. Ainsi, de la fonte des neiges au printemps, favorisée par l'établissement de brises de vallée. Ce n'est pas tellement le rayonnement solaire qui agit quand la neige est bien blanche, vous comprenez bien. Hein, le soleil sur la neige blanche, ça ne chauffe pas bien. Mais c'est l'arrivée d'une brise réchauffée plus bas sur les réchauffés qui fait fondre la neige. En fait, la neige se sublime ainsi grâce à la brise, plus qu'elle ne fond, mais ça ne se voit pas. Ce faisant, on comprend que l'établissement des brises de vallée sont assez tardives, le soleil est déjà relativement haut lorsque tout ça finit par se mettre en branle. Mais bon, vous pouvez oublier tout ça. Hein. Donc, pour diverses raisons liées à la dynamique des systèmes nuageux, dont au début de cet exposé, je vous ai posé qu'il était inutile de s'en préoccuper, l'eau vaporisée peut se condenser, voire cristalliser, jusqu'à précipiter, pluie et neige. Alors, ça cristallise lorsque le phénomène apparaît à haute altitude ou simplement au cœur de l'hiver. Ce faisant, une partie de l'énergie présente sous forme d'énergie latente réchauffe l'air. C'est ce qui explique que les temps humides soient doux, ni très chauds, ni trop froids. Les temps humides ne sont pas très chauds parce que les précipitations traversent un air non saturé sous les nuages dont elles sont issues et que le soleil est caché. Les temps humides ne sont pas trop froids non plus parce que dans les nuages, la condensation a restitué un peu de sa chaleur. De la chaleur contenue comme énergie latente. Là, je vous rappelle aussi que les brouillards sont des nuages. La particularité des brouillards, c'est qu'ils sont au ras du sol. C'est des nuages au ras du sol. Bon, en général, le matin, quand il y a du brouillard, il ne gèle pas. Vous comprenez là? Donc, les précipitations sous forme de pluie ou de neige terminent le cycle, donc c'est-à-dire le retour au sol des eaux. Il est temps maintenant de récapituler mon exposé sur ce climat qui fait de la Terre un habitat vivable. Par la faculté qu'elle de récupérer l'énergie du sol, l'énergie rayonnée par le Soleil, directement ou indirectement, sous forme de chaleur directe ou de chaleur latente, en se chargeant de vapeur d'eau. Et que la partie vivable de l'atmosphère, appelée troposphère, constitue un milieu clos. L'ensemble constitue bien comme une serre dont l'équilibre départ des apports solaires, bien sûr, mais aussi des prédispositions de l'air à se charger en vapeur d'eau. Voilà tout ce que vous avez à savoir. Le reste n'est que détail dépassant l'approche globale. Par exemple, si vous voulez savoir quel temps il fera demain. Ou alors, ce sont des idioties. N'écoutez pas en particulier
les Sceaux croyant à un supposé forçage radiatif, le truc un peu à la mode sur certaines vidéos. Ce truc-là n'existe pas. La nature est plus simple dans tous ses fonctionnements que toutes ces théories sophistes inventées à des fins politiques, prétendues élites qui n'y comprennent rien. Maintenant, si vous m'avez suivi et bien compris comment fonctionne le climat, vous voilà apte à en parler. Bon, alors maintenant, quant à savoir si le climat change, c'est à vous de faire votre opinion. C'est d'ailleurs encore plus simple. Il suffit de regarder autour de vous. En fait, vous n'avez même pas besoin d'y comprendre quelque chose, mais bon, ça aide quand même. Oui, ça aide parce que lorsqu'on se retrouve obligé de croire sur parole vos interlocuteurs parce que vous n'y comprenez rien, et que les avis dits autorisés divergent, on n'a alors plus d'autre choix que de calquer sa vérité sur celui qui a une bonne tête. Bon, c'est une aléatorie en somme. Bon, alors maintenant, je peux vous donner mon opinion. Mon opinion est que oui, le climat change et que c'est malheureusement visible à l'œil nu. C'est ainsi que dans mon coin, en Gironde, les vendanges sont de plus en plus précoces. Qu'il ne neige plus en hiver. On a des grêles à la place jusqu'à fin décembre. Les pluies d'été sont bien plus fortes. Mais ailleurs, dans d'autres régions, on sait aussi que ça ne va pas très fort non plus. Tout le monde sait que les glaciers reculent. Enfin, moi c'est ce qu'on me dit, mais... Bon, donc je doute que vous constatiez autre chose chez vous. Mais bon, peut-être. Dans ce cas, vous avez le forum est là pour ça, les amis, vous pouvez vous exprimer. Alors, donc, la faute au gaz carbonique? Ben, ma foi, peut-être. Alors, le fait est qu'un air de la belle époque a moins de 300 parties par million de gaz carbonique et un air d'aujourd'hui a plus de 400 parties par million. Ce n'est plus le même air. Comme je vous ai dit au début, les parties fixes des composants fixes de l'air lui donnent aussi ses propriétés physiques, chimiques, etc. Hein? Là, ici, ce qui se passe, c'est que avec donc un air de la belle époque à moins de 300 parties par million de gaz carbonique, comparé à un air de plus de 400 parties par million d'aujourd'hui, donc ce n'est plus le même air. Donc la capacité de l'air d'aujourd'hui à se gorger d'eau, il a probablement fortement augmenté. Dit autrement, à même température, même pression et même humidité relative exprimée en pourcent par rapport à la saturation, cet air contient probablement plus d'eau de manière absolue exprimée en grammes par mètre cube. Donc notre nouvel air a donc amélioré sa capacité à se charger en énergie sous forme de chaleur latente. Voilà, c'est aussi simple que ça. Merci les amis de votre attention.